Nous sommes en 2018, soit 2 ans avant l'ouverture de ma chaîne YouTube. Je suis donc assise sur mon sofa et je feuillette des émissions de télévision à la télé. Puis je tombe sur un épisode d'une série qui s'appelle The Murder of Laci Peterson. Je décide d'écouter un épisode, puis j'en écoute une deuxième. Et je me dis que je vais bientôt m'arrêter, mais pourtant cette série évoque en moi une certaine curiosité. Donc finalement, je finis par écouter la série en entier, qui est diffusée par A&E Network et qui comporte 6 épisodes au total. Après la série, je ferme ma télé et là, je me mets à réfléchir à cette affaire-là. En effet, cette affaire-là, donc cette série-là, veut nous faire poser des questions, à savoir si Scott Peterson est réellement coupable ou non. Et moi, la seule conclusion qui me vient à l'esprit, c'est Scott Peterson a été accusé du meurtre de sa femme et condamné à la peine de mort sans aucune preuve. On est maintenant 5 ans plus tard, en 2023, alors que je suis assise sur ma chaise d'ordinateur et que je feuillette sur Internet les crimes qui ont marqué les États-Unis, notamment par leur médiatisation. Et je tombe encore une fois de plus sur le meurtre de Laci Peterson. Et puis je me rappelle, ça a été l'une des premières affaires qui a vraiment éveillé ma curiosité en ce qui concerne la place des médias dans des affaires criminelles. Puis finalement, je décide de poursuivre mes recherches et de fouiller encore plus profondément dans cette affaire et de voir chaque parcelle, chaque preuve minutieusement, une par une. Et là, plus je creuse et plus je découvre des choses. Et plus je creuse et découvre des choses, et plus je creuse et redécouvre encore plus de choses. Aujourd'hui, avec les connaissances que j'ai, avec le bagage que j'ai, en effet, depuis 2020, je vous ai présenté 100 affaires criminelles différentes qui m'ont pris des heures et des heures de recherche, de documentaires, de lecture, de visionnement et d'écoute. J'ai donc décidé de faire un épisode consacré à l'affaire de Laci Peterson, mais également à Scott Peterson et à cette belle et grande médiatisation. Quelle est la place dans des affaires criminelles? Mais encore plus, lorsque je fouillais et fouillais encore et encore dans cette affaire, je me suis vraiment mise à me poser des questions sur Scott Peterson, sur ce qui s'est passé. Et là, pour ce faire, j'ai dû revenir très loin en arrière et me défaire de tout ce que je pensais savoir sur cette affaire-là. Donc, sur les preuves, sur tout ce qui nous a été présenté dans le documentaire de The Murder of Laci Peterson. J'ai dû pour ce faire écouter de nombreux documentaires, lire énormément d'articles, de revues, lire des documentaires même, écouter des entrevues avec non seulement la famille de Laci Peterson, de Scott Peterson, mais d'Amber Free et de toutes les personnes qui ont réellement participé à toute cette grande affaire-là qui est devenue très médiatique en 2002. J'ai donc dû vraiment me défaire de la première image que j'ai eue de cette affaire qui date de 2018, tandis que pour moi, en 2018, Scott Peterson était réellement innocent du meurtre de sa femme et de son fils à naître. C'est au fil de mes recherches que je me suis bel et bien rendu compte qu'on a tendance souvent à n'entendre qu'une seule version des faits, alors que la réalité est souvent beaucoup plus compliquée que ça. Alors sans plus tarder, je vous laisse le temps de vous installer bien confortablement parce que la vidéo risque d'être très longue. Doudou sur les genoux. Et lorsque vous êtes prêts, on est parti dans l'affaire criminelle d'aujourd'hui. Donc, comme toute bonne vidéo de crime, on a des protagonistes. Et pour connaître encore plus les affaires criminelles, il faut également connaître leur enfance, ce qui s'est passé et ce qui aurait peut-être pu les pousser à devenir criminels. Donc aujourd'hui, on va s'attarder à Scott Lee Peterson et par la suite, on va parler de Laci Denise Rocha. Donc, Scott Lee Peterson est né le 24 octobre 1972 dans une belle banlieue de San Diego, en Californie.
Son père se nomme Lee Arthur Peterson et sa mère se nomme Jacqueline Hélène Latham. Sa mère possède une boutique qui s'appelle The Put On et son père est propriétaire d'une entreprise d'emballage. Donc Scott est élevé par 2 entrepreneurs. Et en tout, la famille Peterson ont 8 enfants, dont 7 qui sont nés d'unions différentes de Lee et de Jacqueline. Finalement, Scott Peterson est le seul et unique enfant du couple ensemble. Dès son plus jeune âge, on sait que Scott Lee Peterson est un accro de la pêche et du golf. Il est extrêmement bon au golf et à l'âge de 8 ans, lors d'une partie, il a même réussi à battre son propre père. Ce qui fait ça a été vraiment une fierté. Un de ses rêves est de jouer comme golfeur professionnel. On sait qu'à l'Université de San Diego, il va jouer dans la même équipe que Phil Mickelson, qui lui aujourd'hui fait partie de la Link Golf League et il a remporté 45 tournois au total. En 1990, Scott va entrer à l'Université de l'État d'Arizona avec une bourse en golf. Mais il va vite se retrouver découragé puisqu'il y a énormément de compétition. En effet, lorsqu'on obtient une bourse dans un sport, il faut exceller dans ce sport. Mais dans ce sport, comme tout bon sport, il y a énormément de compétition. Donc, dans cette bourse-là de golf, il y avait 3 protagonistes qui étaient classés parmi les meilleurs. Donc, on avait Phil Mickelson, on avait Scott Peterson et on avait Chris Couch. Chris Couch qui aujourd'hui joue pour le PGA Tour. Plusieurs tournois de golf sont donc organisés à l'université pour faire valoir les talents de leurs futurs golfeurs. Et lors d'un tournoi la veille, Scott Peterson aurait emmené Chris Couch boire un verre. Ce n'est que le lendemain, lors de la compétition, que le père de Chris Couch, donc Chip Couch, l'a appris et a décidé de faire une plainte à l'entraîneur de golf d'Arizona State. Par la suite, on sait que Scott a été banni de l'école, donc il a été renvoyé de l'université et il va être transféré à Cuesta College, puis à l'Université d'État Polytechnique de Californie. Il va donc commencer des études en commerce international pour finalement terminer en commerce agricole. Les professeurs qui ont côtoyé Scott Lee Peterson disent de lui tous la même chose. C'est un élève modèle, il est très intelligent académiquement, il est très logique, il est très perspicace. C'est pas quelqu'un qui va prendre énormément de place, donc il est très discret, assez effacé plutôt. Et l'un de ses professeurs a même mentionné que ça ne lui dérangerait pas du tout d'avoir une classe remplie de Scott Peterson. Donc on voit à quel point il était très aimé de ses professeurs. C'était quelqu'un qui avait le leadership d'un entrepreneur. Il a été élevé par 2 entrepreneurs. Donc c'est quelqu'un qui ne se laisse pas piler sur les pieds, qui prend des décisions et qui, envers les émotions, est peut-être pas assez éduqué. Parce qu'on le sait, il y a 2 formes d'intelligence. Donc, il y a l'intelligence académique et il y a l'intelligence émotionnelle. Scott Lee Peterson avait l'intelligence académique, mais pas vraiment en ce qui concerne l'intelligence émotionnelle. Enfin, c'est ce que je crois. Lacey Denise Rocha est née le 4 mai 1975 à Modesto, en Californie. Son père se nomme Dennis Robert Rocha et sa mère se nomme Sharon Anderson. Ensemble, ils vont avoir Brent Rocha, qui est né en 1971, et suivi de Lacey en 1975. La famille Rocha possédait donc une petite ferme laitière située à Escalon, en Californie. Et Sharon et Dennis vont divorcer vraiment quand les enfants vont être encore très très jeunes. Donc Lacey et Brent ne se souviennent pas réellement de comment c'était avec leurs parents, mais ils vont quand même garder une très très bonne relation, là, autant avec leur père qu'avec leur mère. On sait qu'après le divorce, ce sera Sharon qui va obtenir la garde des enfants et ensemble ils vont déménager à Modesto dans une petite maison. Puis Sharon va rencontrer un homme du nom de Ron Grensky qu'elle va épouser quelques temps plus tard. Donc, c'est à partir de là que Ron va vraiment agir comme un père avec Lacey et Brent, mais tout de même, encore une fois, ils vont garder très bon contact avec leur père, Dennis. On sait que Lacey va s'intéresser très très vite au monde du cheerleading, donc Pom Pom Girl. Elle va faire partie de l'équipe de son collège, mais également de son lycée. Et par la suite, à l'université, elle va rentrer à l'Université d'État Polytechnique de Californie,
où elle va rencontrer un homme très attrayant pour elle du nom de Scott Lee Peterson. Et on sait que dès la rencontre entre Lacey et Scott, Lacey dira à sa mère Sharon, « Je viens de rencontrer l'homme que je vais épouser. » Comment Lacey et Scott se sont rencontrés? En fait, Scott Lee Peterson travaillait au Pacific Café qui est situé non loin de l'université et Lacey se rendait souvent dans ce petit café pour aller voir un de ses amis qui y travaillait également. Donc Lacey y allait souvent et c'est là qu'elle a connu Scott. En 1994, Lacey va décider de donner son numéro de téléphone à Scott Peterson et quelques temps après, Scott va l'appeler. Et c'est ainsi qu'ils vont commencer une relation ensemble. Mais on sait qu'au fil que leur relation devenait plus sérieuse, Scott va délaisser tranquillement le golf pour se concentrer sur sa relation avec la belle Lacey. On sait qu'en 1996, soit 2 ans après leur rencontre, Lacey va emménager avec Scott et 1 an après, Lacey va obtenir son diplôme et le couple va se marier. En juin 1998, Scott va obtenir un bac en sciences de commerce agricole et ensemble, Lacey et Scott vont ouvrir un bar qui s'appelle The Shack avec un prêt que Lee Peterson, donc le père de Scott, leur a prêté à San Luis Obispo. 3 ans plus tard, en 2001, le couple va mettre The Shack en vente et c'est seulement en avril 2001, la même année, qu'ils vont conclure la vente. Par la suite, entre-temps, le couple va s'acheter une très belle maison située au 523 Covena Avenue à Modesto, dans une très belle banlieue. Donc on sait qu'à cette époque-là, à Modesto, il y avait 2 côtés de Modesto, donc le bon côté et le mauvais côté. On sait que le mauvais côté, c'était les itinérants, les prostituées, les drogués, les vendeurs de drogue, et etc. Le couple va donc s'acheter une très belle maison sur pied, donc plein pied, avec 3 chambres, 2 salles de bain, une cuisine, un salon. Qui est situé à côté d'East Laloma Park, donc un parc pour aller marcher, pour aller courir, pour aller promener des chiens. Et ils vont acheter cette maison-là pour 177 000 $. Lacey va devenir suppléante en enseignement et Scott va obtenir un emploi comme vendeur d'engrais dans la filière TrabCorp USA. Donc, à ce moment-là, le couple est vraiment décrit comme 2 personnes qui se complètent très bien. On a Lacey qui prend énormément de place, qui parle beaucoup, qui aime faire le show, elle aime faire rire, elle fait beaucoup de jokes. Et on a de l'autre côté Scott Peterson qui lui est un peu plus effacé, un peu plus discret. Il obéit à sa copine quand elle lui demande des choses. On sait qu'il est très réservé comme homme. C'est pas quelqu'un qui va parler de ses émotions ouvertement en public. C'est pas quelqu'un qui va se mettre à frencher sa blonde en public non plus. Vous voyez le genre, c'est un homme réservé qui a été élevé de cette façon-là. Donc après le mariage, la maison, les études, ainsi qu'un emploi stable, Lacey Peterson va commencer à parler de famille. Donc elle a toujours rêvé d'avoir des enfants et elle commence à en parler là, avec Scott. On sait que Scott est un peu réticent à avoir des enfants. C'est pas quelqu'un qui est très à l'aise dans leur compagnie. On dirait que c'est pas quoi faire, on dirait que c'est pas comment les prendre. On sait qu'à début été 2002, Lacey va apprendre qu'elle est enceinte. Le 23 décembre 2002, c'est là que tout ou presque va commencer. Scott et Lacey Peterson vont se rendre au salon de coiffure que la sœur de Lacey détient, donc Amy Rocha. Et pendant leur conversation, Amy va mentionner que le lendemain, soit le 24 décembre, elle doit passer dans un magasin pour aller prendre des paquets cadeaux qu'elle a réservés, mais elle doit le faire avant 15 heures. Donc, elle espère à ce moment-là qu'il n'y ait pas beaucoup de trafic et que le trajet se fasse rapidement. C'est à ce moment-là que Scott va se proposer pour aller lui-même chercher les paquets cadeaux, puisque de toute façon, le 24 décembre, dans la journée, il avait déjà prévu soit aller jouer au golf ou aller à la pêche. On sait qu'au soir du 23 décembre 2002, Lacey va appeler sa mère pour lui confirmer sa présence pour le lendemain au souper de Noël.
Nous sommes maintenant le 24 décembre 2002, il est 8 heures du matin lorsque Scott Peterson se lève de son lit pour se rendre à la cuisine et ainsi trouver sa femme qui mange un bol de céréales. Autour de 8h40, on le sait parce que l'ordinateur va mentionner que quelqu'un s'est connecté à l'ordi pour pouvoir regarder des parapluies avec des motifs de tournesol dessus. À 9h, le couple va regarder une émission de télé préférée de Laci Peterson, donc l'émission de Martha Stewart qui parle de conseils sur quoi faire avec des œufs, donc de la meringue. On sait que Scott ne regardera pas l'émission au complet puisque à 9h55, il va donc quitter la maison, puis Scott va se rendre à son entrepôt pour pouvoir mettre le bateau, bon, l'accrocher à son véhicule et pour pouvoir quitter. De 10h à 10h56, Scott est connecté sur son ordinateur. Donc, en arrivant à l'entrepôt, il ne part pas tout de suite puisqu'il devait travailler avant. Donc, pendant à peu près 1 heure, il va être connecté à son ordinateur. Il va ouvrir des courriels, répondre à d'autres. 1 heure à peu près après, Scott va arriver à la marina de Berkeley où il doit prendre un ticket pour pouvoir passer et aller se garer pour pouvoir finalement aller sur l'eau. Donc, on a un ticket à l'appui qui indique l'heure, donc 12h54. On va avoir 3 témoins qui vont voir Scott Lee Peterson en train d'amarrer son bateau. Donc, on a Michael Vestra, David Johnson et Uri Feria qui vont voir Scott amarrer son bateau, ensuite aller parquer son camion, retourner à son bateau et partir. Les 3 vont avoir le même témoignage. Il n'y a absolument rien de bizarre qui s'est produit là. Scott avait un comportement, l'homme avait un comportement très normal. Il ne semblait pas avoir un gros objet dans la valise de la voiture ou encore dans le bateau. Il a amarré son bateau, il est parti tout à fait normalement. On sait que pendant que Scott est parti à son entrepôt et il est allé pêcher, Laci avait une bonne liste de choses à faire dans cette journée-là. C'était le genre de femme qui aimait bien s'occuper l'esprit. Donc, elle devait cuisiner des biscuits de Noël. Elle devait aller faire quelques petites courses. Puis, par la suite, aller promener Mackenzie, leur Golden Retriever de 5 ans. À 10h18, on a Karen Servas, une des voisines, qui va voir Mackenzie. Elle est sur leur terrain en face. Elle est sur le gazon des Peterson. Elle a la laisse autour du cou et elle renifle par-ci par-là. Il n'y a pas de problème. Donc là, Karen décide de prendre la laisse de Mackenzie et d'aller porter le chien dans la cour. Elle referme la porte et s'en va. Il y a eu beaucoup de questionnements sur mon Dieu, pourquoi elle avait une laisse, qu'est-ce qui s'est passé. Moi, à ce moment-là, j'avais une théorie qui était toute simple et je pense que beaucoup de maîtres de chiens font la même chose. J'ai beaucoup de clients qui font la même chose également, là. Souvent, quand le chien sait qu'il va aller se promener, il devient tout énervé. Et un gros chien comme ça, un Golden Retriever, c'est bébé très longtemps. Ça bouge, ça donne des coups de queue, c'est vraiment désagréable. Ici, aurait tout simplement pu mettre la laisse de Mackenzie, la laisser sortir dehors le temps qu'elle mette une veste et des souliers, puis qu'elle parte. Voilà. Et peut-être que pendant le temps où est-ce qu'elle finissait de se préparer, c'est là que Karen a vu Mackenzie à 10h18 sur la pelouse en train de sentir, là, peu importe. Une autre question s'est également posée sur le sac à main de Laci parce que il était toujours dans la maison lorsque Laci Peterson n'y était plus. Eh bien, pour ma part, moi, j'ai pas trouvé ça dérangeant, tout simplement parce que lorsque je vais au parc avec mes enfants, j'emmène pas ma sacoche, j'emmène pas mon portefeuille et j'emmène même pas mes clés de maison. Pourquoi? Parce que je vais jouer au parc, on est dans un quartier sécuritaire, encore une fois, on est dans une belle banlieue, il n'y a pas de crime qui s'y passe. Puis des fois, ma sacoche, elle est très bien cachée également. Elle n'est pas nécessairement dans l'entrée. Des fois, elle va être dans ma chambre. Des fois, elle va être sur mon bureau d'ordinateur. Des fois, dans ma salle de lavage ou encore sur le dessus de mon frigidaire, dans la cuisine qui est dans le fond de la maison. Donc moi, j'ai pas trouvé ça franchement bizarre qu'elle n'emmène pas sa sacoche. Sinon, pour moi, j'ai pas trouvé ça bizarre. Mais lorsque l'affaire va éclater, là, les médias vont immédiatement s'emparer de cette affaire. Mais on y reviendra par la suite. Donc, on sait que de 13h à 14h, Scott a été aperçu sur l'eau en train de pêcher par des témoins qui pêchaient au même moment et presque à la même place.
On sait qu'à 14h15, Scott va appeler Lacey, mais puisqu'elle ne répondra pas, il va lui laisser un message. I live in Berkeley. I won't be able to get to Villa Farms to get that basket for Papa. I was hoping you would get this message and go on out there. I'll see you in a bit, sweetie. Love you. Bye. Pour lui dire qu'il est en route vers la maison. À 16h30, Scott va arriver à son entrepôt. Il va déposer le bateau, il va déposer ses choses de pêche, puis il va repartir vers la maison. Le retour de Scott Lee Peterson à la maison a été critiqué. Pourquoi? Parce que lorsque Scott va arriver à la maison, il va donc stationner sa voiture dans l'entrée. Et il va passer par la porte principale qui se trouve sur le côté de la maison. Donc, dans la cour, carrément. Il doit passer par la cour pour entrer dans la maison. Et en passant par la cour, il va voir Mackenzie qui a encore sa laisse autour du cou. Bon, il trouve ça étrange, mais bon, peut-être que Lacey voulait aller promener le chien plus tard pour y faire ses besoins avant qu'il parte. Là, Scott va entrer dans la maison, et lorsqu'il entre dans la maison, il voit que la maison, elle est calme. Sa femme ne semble pas être là, mais il l'a remarqué puisque la voiture, elle était dans l'entrée. Mais là, il s'est dit peut-être que le frère, le père ou la mère de Lacey sont venus les chercher puisque Scott avait un peu de retard dans le planning de la journée. Donc, avec la logique, il s'est peut-être dit, Lacey, elle a appelé quelqu'un de la famille pour venir la chercher, au lieu qu'il reparte le soir même avec 2 voitures différentes. Pourquoi pas? Il décide donc de se prendre une part de pizza et un verre de lait. Et là, moi, la première chose qui m'est venue à l'esprit, c'est s'il prévoyait aller souper chez sa belle-mère, pourquoi il mange juste avant d'y aller? Et là, je me suis remémoré que mon conjoint aussi fait la même chose. Je sais pas si c'est typiquement masculin d'avoir peur de manquer de nourriture ou d'avoir faim chez sa belle-mère et d'être trop gêné pour demander une autre part. Ensuite, Scott va mettre son linge à laver, donc seulement son linge de la journée, dans la machine à laver et il va aller dans la douche. Ça aussi, ça a été énormément questionné. Moi, c'est pas quelque chose qui m'a troublée. Ça n'a pas vraiment éveillé ma curiosité. Pourquoi? Tout simplement parce que ma famille, c'est des pêcheurs nés. On a toujours pêché. Et à chaque fois qu'on revient d'un voyage de pêche, on prend notre linge de pêche et on le met dans la machine à laver. On ne le mélange jamais avec le linge qui est dans le panier à linge. Pourquoi? Parce que c'est un simple réflexe. Lorsqu'on revient d'un voyage de pêche, on enlève notre linge, on le met dans la machine à laver et on va dans la douche chacun notre tour. Puis après ça, on part une brassée et c'est terminé. Donc moi, ça n'a pas éveillé ma curiosité plus que ça. À 17h17, on sait que Scott va appeler Sharon, donc la mère de Lacey, pour confirmer si Lacey est bel et bien chez eux. Et là, Sharon va lui dire « Pourquoi Lacey serait là? Vous étiez supposés venir à 2. » Et là, c'est là qu'il va dire « Lacey a disparu. » Donc, ça aussi, ça a été énormément questionné. Pourquoi Scott appelle Sharon seulement environ 30 minutes après qu'il soit arrivé à la maison, alors que dès son arrivée, Lacey n'était plus là? Eh bien, pour ma part, encore une fois, lorsque j'ai regardé la série, ça m'a pas réellement troublée non plus. Pourquoi? Parce que je me suis dit, si Scott pense que sa mère, son père ou son frère est venu la chercher, ça sert à rien qu'il appelle immédiatement. Il va plutôt prendre le temps de se préparer pour le souper. Ensuite, il va appeler Sharon. Si Sharon avait dit, oui, Lacey est arrivée, il aurait tout simplement dit, parfait, j'arrive, au lieu de créer de l'attente. 20 minutes plus tard, soit à 17h47, c'est là que Ron Grensky, donc le beau-père de Lacey, va contacter les services de police pour signaler la disparition de sa belle-fille, Lacey Peterson, âgée de 27 ans, enceinte de 7 mois et demi. Seulement 13 minutes plus tard, donc à 18h, la police va se rendre au East Laloma Park, où est-ce que Scott pense que Lacey serait allée promener Mackenzie. Et ils vont tous se rendre là avec Sharon et Ron, donc tout le monde va être là. Ils vont donc chercher Lacey, ils ne la trouveront pas, et à minuit, Scott va accepter de se rendre au poste de police pour parler un peu de la journée, savoir ce qui s'est passé et où est-ce que Lacey pourrait être. Il va passer une interview d'environ 1 heure de temps qui va être filmée, et on a des brides sur YouTube que vous pouvez aller voir comme bon vous semble. Il ne semble pas stressé. Il ne semble pas être énervé plus que ça non plus. Il va même donner son accord à l'enquêteur Al Brocchini pour fouiller la maison. Et lorsque Al va entrer dans la maison, il va trouver plusieurs choses qui semblent assez suspectes pour lui. Donc, il va trouver une mop avec une chaudière qui est à l'extérieur.
Ça sent énormément l'eau de Javel dans la maison. Il voit justement qu'il y a du linge sale sur la sécheuse ou la laveuse, mais il n'y a absolument aucune porte qui a été défoncée. Il n'y a pas l'air d'avoir une entrée par effraction. Il n'y a pas l'air non plus d'avoir eu une bagarre. Tout semble à leur place. Il n'y a rien qui a été volé non plus. Les bijoux de Lacey sont encore là. Les bijoux de Scott sont encore là. Son sac à main est encore dans la maison, derrière la porte de la chambre. Donc, tout semble plutôt normal, en fait. Il n'y a pas de sang non plus, il n'y a pas de traces d'ADN, il n'y a pas de cheveux, il n'y a absolument rien de louche. Malgré le comportement bizarre selon Al Brocchini de Scott, Scott répond à toutes les questions. Il explique ce qui s'est passé le matin, donc exactement dans l'ordre que je vous l'ai raconté. Lacey était déjà debout à 8 heures, elle mangeait son bol de céréales. Ils ont écouté une émission de meringues avec Martha Stewart et Scott a fini par partir. Et là, il ne savait pas s'il allait à la pêche ou s'il allait au golf et finalement, il faisait trop froid pour aller golfer, donc il est allé à la pêche. Et il dit qu'il est allé à la pêche de la baie de San Francisco, donc à Berkeley, qu'il a un ticket pour le prouver, il y a des témoins, il y a des gens qui l'ont vu. Là, le 25 décembre 2002, il y a une conférence de presse qui va s'étendre un peu partout sur les médias. En effet, on va annoncer la disparition d'une jeune femme, Lacey Peterson, âgée de 27 ans, qui est enceinte de 7 mois et demi. Elle habite à Modesto, dans une très belle banlieue. Elle est très jolie, elle est très éduquée, elle a pas de problème financier et tout de suite, ça va vraiment attirer l'attention de tous les médias et bien vite, ça va devenir un brouhaha et un fléau total. Parfois, il suffit d'avoir 1, 2 ou 3 informations assez intéressantes pour que les médias s'emparent d'une affaire et qu'une affaire criminelle comme ça devienne une affaire du monde médiatique tout simplement. En 2002 et même encore aujourd'hui, les médias et le monde juridique ont sans cesse fait la comparaison entre Scott Lee Peterson et O.J. Simpson. Pourquoi? Parce que d'un côté, on a un homme qui n'acceptait pas le divorce, qui n'acceptait pas d'avoir été abandonné, d'avoir été laissé. C'est un homme, un ancien joueur de football qui s'est reconverti en acteur. Il y avait une magnifique femme et vraiment, il y avait plein de fans qui étaient en admiration après lui. De l'autre côté, on a Scott Lee Peterson qui, lui, a une maîtrise, a très bien réussi ses études, il est considéré comme très intelligent, il vit du bon côté de Modesto, il n'y a pas de problème d'argent, il y a une magnifique femme et quoi de mieux, il attend un bébé en plus. Dans les deux cas, il y a tout de même un point en commun, une femme. Sur le plan juridique, on sait que les médias vont jouer un très grand rôle sur la culpabilité d'un suspect ou d'un suspect très intéressant. On sait que le rôle des médias, c'est vraiment pas à négliger dans une affaire criminelle de cette ampleur-là. Même le meilleur journaliste au monde va avoir tendance peut-être à laisser un peu parler ses émotions ou encore parler ses expériences personnelles antérieures. Dans cette affaire criminelle-là, il y a Nancy Grace qui a énormément parlé. Tous les soirs, on parlait de l'affaire de la disparition de Lacey Peterson et tous les soirs, elle s'exclamait haut et fort que Scott Lee Peterson était bizarre, il était weird, il était étrange. Son comportement ne fitait pas tout simplement avec un homme qui aurait perdu sa femme. Elle l'a dit de nombreuses fois. Et ce qui était très intéressant, c'est que dans une interview, justement dans la série The Murder of Lacey Peterson, A&E Network, eh bien, elle mentionne que lorsqu'elle était à l'université, elle a eu un conjoint qui est décédé. Et moi, je décide de faire mes recherches, de les pousser un peu plus pour voir comment il était décédé et un peu voir la carrière de Nancy Grace. Et c'est là que j'ai découvert qu'en fait, en 1979, en août, le 6, sa vie à Nancy Grace a complètement changé. Elle était en couple avec un homme du nom de Keith Griffin. Et ils avaient prévu de se marier à la fin de leurs études universitaires. Mais malheureusement, c'est le 6 août 1979 que la vie de Nancy Grace va chambouler lorsqu'elle va apprendre que Keith Griffin s'est fait assassiner par arme à feu. Et il me semble que le meurtrier n'a jamais été retrouvé. Donc à partir de là, Nancy Grace va décider de devenir procureure en droit criminel pour donner une voix aux victimes de crimes. C'est tout à son honneur,
congrats pour cette femme. On reste des humains, on est des humains et on a souvent tendance à inclure nos émotions personnelles et nos expériences antérieures personnelles également lorsqu'on parle d'une affaire criminelle ou encore lorsqu'on doit en juger une. Diane Jackson, le 24 décembre 2002, au matin, se promenait sur Covina Avenue lorsque, à 11h40 environ, elle remarque une camionnette blanche qui est garée devant la maison des Peterson, donc dans la rue des Peterson. Il y avait 3 hommes, dont un qui la regarde passer, et les 2 autres mettaient quelque chose à l'arrière de la camionnette blanche et refermaient les portes. Elle a trouvé ça très suspect et elle va décider donc, Diane Jackson, d'aller faire une déposition au service de police. Peut-être que ça aurait rapport avec la disparition de Laci Peterson. Donc c'est à ce moment-là qu'elle décide d'aller faire la déposition lorsque le cas de Laci a été médiatisé là, à la télévision. Et là, les enquêteurs vont procéder à une enquête et finalement, ils vont finir par arrêter 2 suspects, dont Steve Todd et Glenn Pierce. Les 2 suspects vont avouer avoir cambriolé la maison en face de chez les Peterson, mais pas le 24 décembre au matin, mais plutôt le 26 décembre, entre 3h et 7h du matin. Ils ne sont plus sûrs de l'heure, mais c'était le 26, et non le 24. Et là, on va avoir Ted Rowland, un journaliste qui a vraiment été basé sur l'affaire de la disparition de Laci Peterson. Il a vraiment campé là, carrément devant la maison de Scott. Et lui, il dit que c'est impossible que les cambrioleurs aient pu cambrioler le 26, donc dans la nuit du 26, là, parce qu'au 26, il campait devant la maison de Scott Peterson et il y avait, la rue, elle était tellement bondée de journalistes déjà que ça aurait presque pu être impossible que les 2 cambrioleurs cambriolent la maison sans même se faire repérer. Donc là, la théorie de la défense serait que les 2 cambrioleurs auraient cambriolé la maison en face de chez les Peterson et qu'ils auraient également tenté de cambrioler la maison des Peterson, mais surprise, Laci, elle est à la maison et elle a été prise par surprise et elle aurait pris en flagrant délit là, les 2 hommes et ça aurait mal viré. Dans les premiers jours de la disparition de Laci, et peut-être même tout au long de l'enquête, on sait que Scott Peterson a été la première personne qui a intéressé les médias, la police, mais également le peuple. Et en fait, les médias se sont vraiment acharnés sur lui, le pointant du doigt chacun des mouvements, chaque chose qu'il faisait. Chaque rire, chaque sourire. Les médias remettaient sans cesse en question le fait que Scott va pêcher le 24 décembre alors que sa femme est enceinte de 7 mois et demi. Il la laisse donc toute seule à la maison faire les préparatifs de Noël et lui, il s'en lave les mains. Bon, pour moi, ça a vraiment été une des choses qui m'a troublée parce que, comme dans tout couple, on a chacun nos tâches, on a chacun nos activités personnelles qu'on fait également. Et je vois pas en quoi le fait que Laci soit enceinte de 7 mois et demi fasse en sorte que le conjoint, le mari, bon donc dans ce cas-ci c'est Scott, doivent se priver d'aller à la pêche. Moi quand j'étais enceinte, mon conjoint ne se privait pas d'aller à la pêche, il y a pas de problème là, il allait pêcher quand bon lui semblait et personnellement, je préfère faire la cuisine et faire ma liste de tâches toute seule. Je suis comme ça. Et selon les recherches, Laci me semblait exactement comme ça aussi. Donc, à ce moment-là, là, en 2018, moi, je me disais, il n'y a absolument rien de bizarre à ce que Scott aille pêcher le 24 décembre. Mon conjoint va pêcher quand il veut. Il n'y a pas de stress à avoir. Là, les médias faisaient vraiment du sensationnalisme sur cette bride d'informations-là. Et en même temps, on sait qu'il y a un peu de psychologie là-dedans. Ça, tout le monde le sait, je pense bien, là, lorsqu'il y a une information qui va passer à la télé, que c'est un grand journaliste là, qui en parle, lorsqu'on aime ce journaliste-là ou encore qu'on le croit, on lui fait confiance et on a confiance en son jugement, et que ce journaliste-là nous arrive avec une information, il y en a beaucoup qui vont prendre cette information-là comme cash et qui va dire c'est ça et c'est ça. Et il y a beaucoup de psychologie avec les médias, ça vous le savez, je vous apprends absolument rien, mais c'est important quand même de le mentionner puisque l'affaire de Laci Peterson a tellement été médiatisée
Et à un moment donné, ben, on ne sait plus faire la différence entre le vrai et le faux. On va également fixer Scott Peterson lors des recherches pour sa femme. On sait que la famille Rocha va faire énormément de conférences pour retrouver leur fille. We'd like to thank all of you for being here and helping us trying to find our daughter. And we'd just like to send a message out there that whoever has her, please, please, please let her go. Bring her. Ils vont pleurer devant la caméra. Dennis va même venir devant la caméra, donc le vrai père de Lacey. Et il va s'agenouiller là, devant la petite table. Là, et il va se mettre à pleurer. C'est un moment tellement touchant. Mais dans aucune des conférences, on voit Scott Peterson. Et c'est quelque chose qui va vraiment énerver les médias, le peuple également, et les services de police qui vont trouver ça très étrange. Tu sais, normalement, si ton conjoint ou ta conjointe disparaît, ben, tu vas vouloir être partout, tu vas vouloir passer à la télé, tu vas faire des posts, tu vas gosser les gens, tu vas vraiment cogner, frapper à toutes les portes. Mais lui, il travaillait dans l'ombre. Donc, il y a une place, un centre qui va être ouvert pour les recherches de Lacey Peterson, et c'est vraiment là que Scott va toujours être. Donc, il va imprimer des affiches, il va répondre à des téléphones, des gens qui pensent l'avoir vu et tout, mais jamais il va participer aux conférences. Et lorsqu'on va vouloir mettre des photos de Lacey, ben, il va toujours donner des photos où il n'est pas dessus. Donc là, ça pose question. Mais lui, plus tard, ben, il va faire des interviews. Et dans ces interviews-là, ben, il va tout simplement dire qu'il ne veut pas prendre l'attention. Il veut que toute l'attention soit sur Lacey, sa femme et leur fils. Il veut pas interagir entre les recherches et sa femme, tout simplement. Lui, c'est un homme discret, c'est un homme qui est un peu effacé. Donc, ça fait pas mal partie de sa personnalité. Quelques jours après la disparition de Lacey, soit le 29 décembre, si je me souviens bien, il y a une jeune femme à Fresno qui reçoit la visite d'une de ses amies. Son amie, elle a un journal entre les mains et elle lui tend ce journal-là. La jeune femme va prendre le journal et va lire en grande primeur Lacey Peterson, âgée de 27 ans, enceinte de 7 mois et demi, disparue. Son mari, Scott Lee Peterson, la recherche. Les bras de la jeune femme vont en tomber. Cette jeune femme-là s'appelle Amber Free. Elle a 27 ans, c'est une mère célibataire. Elle va donc décider de contacter les services de police de Modesto pour parler avec Al Brocchini et lui dire qu'elle croit être la petite amie de Scott Lee Peterson, celui qui passe dans le journal et qui recherche sa femme. C'est donc à ce moment-là que Al Brocchini va aller à Fresno, il va rencontrer Amber Free. Ils vont discuter ensemble, avoir une interview, poser des questions. Amber va devoir répondre. Et après cette interview-là, ben, on se rend bel et bien compte que, ben, en effet, là, Scott Lee Peterson avait une aventure extra-conjugale avec la jeune femme du nom d'Amber Free. Et Amber va même montrer des photos des deux à Al Brocchini qui va les garder dans ses dossiers. C'est à ce moment-là que Amber Free va décider de coopérer totalement avec la police puisqu'elle n'était vraiment pas au courant que Scott était encore marié, qu'il était marié. Et là, Al Brocchini va poser des enregistreurs sur le téléphone d'Amber. Donc, chaque appel va être enregistré. Et on a remarqué que pendant les 7 premiers jours de la disparition de Lacey, Scott Lee Peterson va appeler 12 fois Amber Free. Le 31 décembre 2002, c'est là que ça va encore plus exploser, tout simplement parce que le 31 décembre, c'est une veillée funèbre pour Lacey Peterson et Connor Peterson. Il y a énormément de gens, ils ont des chandelles, bon, ils vont discuter ensemble et ils vont rendre hommage à Lacey, espérant la retrouver vivante. Hein? Et Scott est avec sa famille. Pendant un instant, il va s'éclipser.
C'est le lendemain, donc le 1er janvier, qu'il y a des photos qui vont se mettre à circuler dans les médias, donc dans les journaux, à la télé et tout, où on voit Scott Peterson en train de rire, en train de sourire. Il a une enfant dans ses bras, là, et c'est la fille de sa sœur. Et il semble pas triste, donc ça va encore plus attirer l'œil des médias et du peuple, hein. À une veillée funèbre, tu ne souris pas, tu ne ris pas, t'es supposé pleurer, t'es supposé être triste. On s'attend à ce que tout le monde pleure, à ce que tout le monde soit triste, mais ce n'était pas du tout le cas de Scott Peterson. En fait, c'était le contraire. Il buvait une bière avec des gens, il souriait et riait. Mais attention, on n'a vu que 2 photos de cette soirée-là. Donc 2 photos sur plusieurs heures de veillée funèbre. À mon sens, ce n'est pas assez. Le 5 janvier 2002, les enquêteurs vont donc décider de partir 27 équipes de recherche qui vont être effectuées dans la baie de San Francisco, là où Scott Peterson dit avoir été pêché, mais il n'y a rien qui a été retrouvé. Le 14 janvier 2003, c'est là que les enquêteurs vont annoncer à la famille Rocha que Scott avait une liaison extra-conjugale avec une certaine Amber Free. Et c'est à ce moment-là que Sharon va s'éclater en sanglots et elle va dire « Pourquoi a-t-il dû la tuer? » Le 24 janvier 2003, Amber Free va faire son apparition pendant une conférence de presse donnée par la police. Tout le monde a été sous le choc, les médias, le peuple en entier. À ce moment-là, l'information, comme quoi que Scott avait une maîtresse, n'avait pas été divulguée. Donc ça faisait là, une vingtaine de jours que les policiers enregistraient tous les appels pour voir si Scott dirait ou ferait quelque chose de bizarre relatant la disparition de sa femme et éventuellement peut-être un meurtre. Mais en une vingtaine de jours, Scott n'a jamais rien dit à propos de la disparition et du meurtre de sa femme. Very sorry for Lacey's family and the pain that this has caused them. And I pray for her safe return as well. Et après cette conférence de presse-là d'Amber Free, les médias vont littéralement se mettre à camper devant la maison de Scott Peterson. Ils vont prendre des haut-parleurs, ils vont crier toute la journée, toute la nuit. « Où est ta femme, Scott? Où est ta femme? » Et à chaque fois, il va paraître impassible, il va marcher devant les médias sans répondre à leurs questions, faire comme si les médias n'existaient pas. Il va rentrer chez lui, il va continuer d'aller faire son jogging avec Mackenzie, leur Golden Retriever. Il va continuer sa vie, là, je pense, du mieux qu'il pouvait, sans craquer. Et là, les policiers, pendant leur enquête, vont décider d'aller fouiller dans l'entrepôt de Scott à la recherche de preuves médico-légales, de sang, d'ADN ou quelque chose de suspect. Et c'est là qu'ils vont trouver le bateau et dans le bateau, ils vont trouver une pince où il y a un cheveu déçu, un cheveu noir. Et là, il y a beaucoup de questionnements qui vont se faire. Ce cheveu-là, finalement, appartient à sa femme, donc Lacey Peterson. Et bon, évidemment que les enquêteurs vont trouver ça très bizarre, c'est pas normal de trouver un cheveu sur une pince. Mais là, dans la série, on nous fait comprendre que c'est tout à fait normal de trouver des traces d'ADN de Lacey Peterson dans l'entrepôt de son mari, parce que justement, c'est son mari. Il n'y a absolument rien de bizarre, et même que c'est bien, ça prouve tout simplement qu'elle est allée dans l'entrepôt, qu'elle est allée dans le bateau. Donc, si elle est allée dans le bateau, elle avait conscience du bateau. Parce qu'en effet, lors de l'enquête, la famille Rocha n'avait aucune idée que Scott possédait un bateau. Et il n'a jamais fait mention de cet achat-là à la famille Rocha et Lacey ne leur a jamais dit. Mais là, on vient de trouver un cheveu de Lacey dans le bateau. Ce qui prouve en effet que Lacey est déjà allée dans le bateau. Donc, elle le savait qu'il y avait un bateau. Et là, il y a les enquêteurs qui font leurs recherches, il y a les médias, mais il y a également le peuple qui font leurs propres recherches.
Et là, les médias vont lancer une théorie qui sort de nulle part, mais bon, c'est une quand même assez grosse coïncidence, là. Scott pourrait être en fait un tueur en série. Là, ils vont comparer Scott Peterson à Ted Bundy. En effet, les deux étaient beaux, avaient une belle éducation, n'étaient pas dans la merde financièrement. Tout allait bien pour eux, il y avait toutes les femmes qu'ils voulaient. Scott avait sa femme, son enfant à naître. Ils avaient tous les deux une prestance, des beaux mots, une belle élocution et tout. Donc, encore là, on a comparé Scott Peterson à O.J. Simpson. Maintenant, on va le comparer à Ted Bundy, à un tueur en série. Et pourquoi pas, peut-être que Scott est un tueur en série. Parce qu'en effet, lorsqu'il était à l'Université de Californie, il y a une femme qui en même temps y était, qui s'appelle Kristen Smart. Et Kristen Smart a été portée disparue et n'a jamais été retrouvée. Donc là, les médias se sont mis à croire et se sont mis à faire croire au peuple que Scott pourrait être l'individu, le suspect de l'enlèvement et la disparition là, de Kristen Smart. Mais après enquête, ils ne se sont jamais croisés à l'université, ces deux-là. Donc Scott aurait jamais pu faire disparaître Kristen Smart et la tuer. Et là, on va parler un peu des témoins qui auraient aperçu Laci Peterson le 24 au matin. Donc en tout, selon la série, il y en aurait 14. Il y aurait 14 personnes qui auraient vu Laci à un moment ou à un autre du matin de la journée promener Mackenzie, son chien. Donc, on a la police de Modesto qui n'a pas eu l'air d'avoir enquêté sur cette affaire-là. Il n'y a pas non plus eu d'interview avec les 14 témoins, ce qui est quand même assez étrange, selon, encore une fois, là, la série. Mais on sait que le 24 au matin, Sue Maldonado, donc la voisine carrément là, de la famille Peterson, aurait aperçu Laci Peterson. Donc, elle l'a décrit, une petite femme aux longs cheveux noirs, très très enceinte, là, vraiment, elle est sur le bord d'accoucher. Et elle promène son Golden Retriever. Elle l'aurait aperçu autour de 10 heures. Et Laci Peterson a été vue en fait entre 10h et 10h30, c'est ça, par 14 témoins. Au moment de la disparition de Laci Peterson, il n'y a aucune autre femme qui avait les cheveux noirs et possédait un Golden Retriever et était enceinte là, à ce moment-là. Donc, à ce moment-là, là, dans la petite banlieue où se trouvait Laci, il n'y avait que elle qui était enceinte, qui avait les cheveux noirs et qui avait un Golden Retriever. Toutes les autres femmes qui possédaient des Golden Retrievers avaient soit les cheveux roux ou soit les cheveux blonds. Donc, ça ne concordait pas avec la description. Donc, vraiment, Sue Maldonado a vraiment vu Laci Peterson. C'est vraiment après la conférence de presse que Amber Frey a donné que Scott Lee Peterson a décidé, en fait, en tout, là, de faire 4 entrevues qui ont été dirigées par lui. Et là, tout le monde s'est vraiment mis à scruter le moindre geste de Scott Peterson, sa moindre émotion faciale, voire essayer de comprendre son comportement non-verbal, essayer de détecter si à ce moment-là ou à ce moment-là de l'entrevue, il disait la vérité, s'il mentait. Et vraiment, il y a même eu des vidéos là-dessus là, sur YouTube, des gens qui s'occupent vraiment du non-verbal et qui examinent chacune des entrevues de Scott Peterson. Mais savez-vous que 55% de la communication est non-verbale, dont 38% de la communication qui est seulement vocale. Donc on parle de l'intonation de la voix ou du son de la voix. Même après 50 ans de recherche là, sur le non-verbal, il n'existe aucun moyen de détecter à tout coup si on ment ou si on dit la vérité. Et dans plus de 54% des situations, on interprète mal ce que nous voyons. Cette recherche-là, elle est tellement grande et je crois qu'il reste encore tellement d'années avant de pouvoir en tirer des vraies, peut-être bonnes conclusions. Mais on s'entend que le langage non-verbal, c'est pas une science. C'est vraiment à interprétation. Et parce que notre cerveau va interpréter le non-verbal à sa façon. Mais là, nous, on s'intéresse beaucoup plus aux mots qui ont été employés. Les mots ne mentent pas, les mots, ils restent. Alors, dans une de ces 4 interviews, il va dire « Elle était incroyable, elle est incroyable ». Il s'est trompé et s'est rattrapé très vite. Notamment quand on parle au passé d'une personne, c'est qu'on sait qu'elle n'est plus là. À ce stade-ci de l'enquête, on ne sait pas si elle va revenir, on ne sait pas où elle est, on ne sait pas ce qui s'est passé.
Mais lui, il va parler d'elle au passé, alors que la journaliste parle d'elle au présent. Donc, ta femme, elle est. Ta femme aime. Et lui, ben, il va dire, elle était incroyable, elle est incroyable. Ça, c'est une des choses qui m'a vraiment attiré mon attention. Le 13 avril 2003, il y a le corps d'un bébé de sexe masculin qui a été retrouvé tandis qu'il était échoué sur les berges de la baie. Il a été retrouvé par un couple qui promenait son chien. Seulement le lendemain, soit le 14 avril 2003, le torse en décomposition d'un être humain a été retrouvé sur le rivage de la baie de San Francisco, à seulement quelques kilomètres de celui du bébé. Donc, on en a conclu avec les traces de maternité, les traces de grossesse, que le torse et le bébé étaient liés. Et là, tout le corps médiatique va parler des deux trouvailles là, qui correspondent aux deux personnes disparues, donc Lacey et bien, évidemment son bébé à naître, Connor Peterson. Mais il va falloir quand même attendre jusqu'au 18 avril 2003 pour avoir des vraies réponses scientifiques. Donc le 18 avril 2003, les tests médicaux légaux vont confirmer que le torse retrouvé était bel et bien celui de Lacey Peterson et que le cadavre du bébé à naître était bel et bien celui de Connor Peterson. Les policiers vont pouvoir maintenant procéder à l'arrestation du suspect principal dans cette affaire qui est Scott Lee Peterson. Mais attention, cela fait déjà environ 3 mois que Scott Lee Peterson n'habite plus au 523 Covina Avenue. Il réside à San Diego maintenant dans sa famille proche parce qu'il voulait fuir les médias qui campaient, qui habitaient littéralement en face de chez eux, qui lui criaient après par-dessus les haut-parleurs et qui ne faisaient que le suivre partout où il allait. Les policiers vont donc se rendre à San Diego dans la famille de Scott. Celle-ci, je crois que c'est sa sœur, je crois qu'il habitait chez sa sœur. Elle va lui dire qu'il avait rendez-vous pour jouer au golf avec son père et son frère. Donc les policiers vont se rendre au terrain de golf et en chemin, ils vont croiser Scott qui est en chemin vers le terrain. Et là, Scott va regarder par son rétroviseur et il va remarquer qu'il y a des voitures qui le suivent depuis longtemps. Il pense que c'est des médias, donc il va se mettre à rouler très vite, à tourner à gauche, tourner à droite pour les semer. Il va réussir par les semer, mais il va décider d'aller quand même au terrain de golf. Il va se stationner et c'est en se stationnant que les voitures des médias vont donc allumer leur sirène. Ce n'étaient pas des médias, mais des policiers. Donc le 18 avril 2003, Scott Lee Peterson va être arrêté. À ce moment-là, la police va donc fouiller le véhicule de Scott Peterson. Ils vont découvrir 4 téléphones portables. Ils vont découvrir des cartes d'identité de son frère. Ils vont découvrir également des articles de camping, donc une tente, un lighter, des briquets, plein de choses là, pour pouvoir vivre dans le bois. Et ils vont également découvrir 15 000 $ en argent comptant. Il avait également teint ses cheveux blonds au moment de son arrestation. On peut en conclure que c'était sûrement pour passer inaperçu aux yeux du peuple et également des médias. Il pensait également au moment où il se faisait suivre que c'était des médias. Et peut-être même avait-il pensé justement s'éloigner et décider d'aller vivre dans le bois le temps que tout se calme, peut-être pour repenser à la situation et essayer de se détendre un peu. C'est peut-être pour ça qu'il y avait autant d'articles de camping dans sa voiture. Donc là, pendant l'enquête de tout ce qui s'est passé là, de décembre jusqu'à avril, les médias vont l'accuser directement. Ils vont lui reprocher de ne pas répondre à son téléphone pendant une entrevue pour sa femme. Ils vont lui reprocher d'être froid, distant et sans émotion. Ils vont lui reprocher de sourire. Ils vont le comparer à O.J. Simpson. Ils vont même le comparer à Ted Bundy. Ils vont l'accuser de la disparition de Kristen Smart. Ils vont l'accuser d'être un tueur en série. Ils vont lui reprocher sa posture. Donc peut-être que moi aussi, j'aurais eu envie d'aller me cacher dans le bois. Bon, au procès, les avocats de la défense sont Matthew Dalton et Mark Garagos. Mark Garagos qui va diriger justement la célèbre série télévisée de The Murder of Lacey Peterson. Et c'était impossible de trouver un jury impartial. C'était impossible à ce moment-là, à cette époque-là, tout simplement parce que tout le monde est au courant de la disparition de la femme et qu'en plus, tout le monde est au courant qu'elle était enceinte et qu'elle portait un bébé presque à terme.
Il y a personne qui ne sait pas qui est Scott Peterson. Tout le monde a entendu Nancy Grace vraiment là s'accorder que c'est Scott, c'est Scott, c'est Scott. Tout le monde a entendu, soit à la télé, les médias parler entre eux. Donc, dans cette atmosphère-là, c'est très peu probable que Scott aurait pu avoir un procès équitable. Et là, on parle pas du fait que s'il est coupable ou pas. On parle en fait d'un procès équitable. On parle de personnes qui vont le juger et qui sont impartiales, qui n'ont aucune idée, qui vont vraiment faire les neutres. Ça, c'était impossible, tout simplement, là. Puisqu'il n'y avait aucune preuve médico-légale dans la maison, ni même dans le bateau, l'accusation va proposer le scénario suivant. Scott étrangle sa femme dans la nuit du 23 au 24 décembre, donc après le dernier coup de téléphone qu'elle aurait passé à sa mère. Il va donc prendre la nuit pour nettoyer les dégâts s'il y en a eu, et au matin du 24, il sera allé jeter le corps dans la baie de San Francisco, après y avoir mis 4 blocs de béton à chacun des membres. Donc, un au pied, deux à chacun des bras et un au cou. Parce qu'il faut se rappeler, Laci Peterson a été retrouvée sans tête, sans bras et partiellement les jambes. Ils vont également dire que pourquoi il aurait fait ça, ce serait que Scott ne voulait pas être père, Scott ne voulait plus être marié et Scott voulait être avec Amber Free. On se demande où est la place des médias dans les affaires criminelles. Le procès a tellement été médiatisé que le public pouvait même acheter des billets dans une file d'attente chaque matin pour pouvoir être dans la salle d'audience. Donc on achetait des billets comme un peu la loterie. C'était exactement ça. Il y avait la place pour les médias qui ne pouvaient pas filmer, mais qui pouvaient prendre des notes. Et on avait de la place pour le public et la place pour les familles respectives là, de la victime et de l'accusé. Pendant le procès, Al Brocchini va avouer avoir omis d'inscrire un témoignage d'un homme qui possédait un entrepôt en face de celle de Scott Peterson et qui dit que c'était impossible que Laci ne sache pas que Scott avait un bateau puisque quelques jours avant le 24, le couple est allé à l'entrepôt et Laci aurait même demandé à cet homme-là où sont les toilettes. Donc, elle avait envie d'aller aux toilettes et elle lui a demandé où elles étaient. On n'a pas, par exemple, le nom de ce témoin-là. C'est quand même un témoin de la défense, mais on n'a pas son nom. Ils ont également mentionné qu'ils trouvaient ça louche que Scott ait gardé son ticket pour accéder à la marina, mais qu'il n'ait pas gardé son ticket de caisse lorsqu'il a payé l'essence au retour de la marina. Bon, moi, je me suis dit, moi, je trouve pas ça louche, tout simplement parce que lorsqu'on va dans une marina ou encore lorsqu'on va sur un traversier, on nous donne le ticket en main automatiquement et lorsqu'on va dans une marina, si c'est des machines, il faut retirer le ticket de la machine pour que la barre s'ouvre et qu'on puisse passer. Moi, je me rappelle, quand je suis allée à l'Université de Montréal, pour pouvoir entrer dans le stationnement intérieur, il fallait payer et il y a un ticket qui sortait. Et autrement, quand on prenait le ticket, la barrière s'ouvrait. La barrière ne s'ouvrait pas tant et aussi longtemps que le ticket restait dans le trou du ticket. Donc pour moi, j'ai pas trouvé ça bizarre. Et souvent, lorsqu'on va gazer, il y a beaucoup de caissiers qui nous donneront tout simplement pas le ticket parce que c'est pas quelque chose qu'on a réellement besoin, là. Tandis que lorsqu'on prend le ticket d'une marina, on est déjà dans la voiture. Donc on prend le ticket et on le met dans la voiture puis on l'oublie là. On sait que le jury numéro 5, Justin Falconer, fut renvoyé du procès car il défendait Scott Peterson dès le début et il essayait vraiment d'attirer l'attention des autres jurys pour qu'ils pensent exactement comme lui et pour pouvoir disculper Scott Peterson. Donc il a été renvoyé parce qu'il y avait déjà une opinion préfaite. La défense va se procurer le même bateau que Scott Peterson avait et ils vont essayer de reproduire exactement ce que l'accusation prétendait qu'il était arrivé. Donc, ils vont aller sur l'eau, ils vont trouver une journée où est-ce que le temps était à peu près pareil que le 24 décembre et ils vont prendre un mannequin qui pesait à peu près la même chose que Laci Peterson, donc 150 livres. Ils vont prendre 4 blocs de béton qui pesaient chacun 8 livres, ce qui donne 190 livres au total. Et là, pour un homme comme Scott, est-ce possible de pouvoir lancer à l'eau 190 livres? Ils ont essayé 5 fois et à chaque reprise, donc les 5 fois, le bateau a chaviré.
On sait, bon, comme vous vous rappelez, Amber Free, tous ses appels étaient enregistrés et avec Scott, mais jamais Scott va mentionner une quelconque implication dans la disparition de sa femme et même dans son meurtre. Elle va essayer, Amber, de lui faire cracher les morceaux, mais jamais Scott, et jusqu'au bout, il va dire qu'il aimait sa femme. L'accusation va mentionner également que les chiens détecteurs de cadavres se sont arrêtés près du bateau. Et donc là, ils ont conclu que sans doute que Laci Peterson était allée dans le bateau, de son plein gré ou pas. La défense, elle, va mentionner que le chien pisteur de cadavres a échoué 2 fois à des examens dans la police. Donc, c'était pas fiable à 100%. L'accusation va mentionner que Connor est mort en même temps que sa mère, tandis que la défense va mentionner que Connor est mort le 29 décembre, soit 5 jours après sa mère, selon le docteur March. Le bébé aurait été en vie 5 jours, donc il aurait respiré. Les délibérations furent vraiment horribles, selon moi, là, à mon sens, c'était juste du gros n'importe quoi. Pourquoi? Parce que pendant les délibérations, là, il y a 2 jurys qui ont été renvoyés. Le premier a été renvoyé parce qu'il criait après les autres jurys, parce que les autres jurys n'étaient pas d'accord avec lui. Bref, il y a eu une chicane. C'était n'importe quoi. Bon, donc il a été renvoyé. Le deuxième jury, il mettait son opinion personnelle dans sa décision. Et c'est exactement le contraire qu'on demande aux gens qui veulent être jury d'une affaire. En tant que jury, tu ne peux pas mettre ton opinion personnelle, tes expériences personnelles, tes valeurs, tes émotions dans ça. Les 2 jurys ont été remplacés pendant les délibérations par 2 autres jurys, dont une qui s'appelle Cupcake aux fraises, Shortcake aux fraises. Ça, c'est à cause de ses cheveux, ils étaient rouges. Bon, donc, les délibérations ont dû recommencer du début. Donc là, les jurys qui étaient là ont dû réexpliquer toute l'affaire, remontrer toutes les preuves, remonter toutes les contre-preuves aux 2 jurys. Et plus tard, ils vont déclarer Scott Peterson coupable du meurtre au 1er degré de sa femme et au 2e degré de Connor Peterson. Pourquoi? Parce que Connor Peterson était tout simplement un dommage collatéral. S'il tuait Laci, c'est sûr que Connor mourrait en même temps puisqu'il était dans son ventre. Donc c'est pour ça que Connor, c'est au 2e degré. Et là maintenant, il restait tout simplement à trouver la sentence. Après ça, tous les jurys sont allés boire un verre ensemble dans un bar. Et le barman les aurait entendus parler. Ils auraient entendu les jurys tous se convaincre l'un l'autre de donner la sentence à Scott Peterson de la peine de mort en buvant une bière. Or, lorsqu'on n'est pas dans le tribunal, on n'a pas le droit de parler d'affaires criminelles et de donner son opinion pour ça. C'est seulement lorsqu'on est dans le palais de justice qu'on a le droit. Donc, tous les 12 jurys étaient techniquement en crime, là. Donc, cette information-là va être divulguée au juge. Le juge va tenir une audience et finalement, il ne se passera absolument rien. On sait également que le jury numéro 8 allait sûrement accepter un deal pour écrire un livre sur l'affaire lorsque Scott aurait reçu sa sentence. Mais ça non plus, il ne sera pas renvoyé et il ne se passera absolument rien. C'est le 13 décembre 2004 que finalement Scott Lee Peterson va être condamné à la peine de mort. Et lorsque le procès va se terminer, les jurys vont sortir de la salle d'audience du palais de justice et c'est là qu'ils vont pouvoir enfin donner des entrevues. Et on sait que Shortcake aux fraises là, dira voilà Scott Peterson, ta nouvelle maison c'est Saint-Quentin, donc la prison de Saint-Quentin. Bon bref, dites-le comme vous voulez, sa nouvelle maison. Donc voilà que après avoir regardé toute la série au complet, je me disais bon sang qu'il y a beaucoup de choses qui ont été mal faites dans cette affaire-là. Les jurys, clairement Shortcake aux fraises. Quand j'ai vu ce qu'elle a dit après le procès, j'ai fait comme wow. Et en plus de ça, plus tard, on s'est rendu compte que Shortcake aux fraises était une ancienne victime de violence conjugale. Et dans cette affaire, on parlait d'une femme qui a été assassinée par son mari. Donc évidemment qu'elle a donné son opinion personnelle et ses émotions dans son verdict.
Et c'est sûr qu'il n'y avait absolument aucun jury qui était impartial là-dedans. Ça, c'est sans compter toutes les autres preuves qui n'ont pas été montrées, d'autres preuves qui ont été montrées et qui ont clairement pu être démantelées, là. Donc, ce que Al Brookeny a omis de mentionner, ça aurait dû être pris en compte. Il y a un homme qui a vu Laci Peterson venir dans le bateau, d'où pourquoi ses cheveux auraient peut-être tombé sur la pince. C'est toutes des choses comme ça qu'après avoir vu le documentaire, je me suis dit « Ah, bon sang, pauvre Scott Peterson! » Donc, nous voilà dans la deuxième partie de cette vidéo. Le décor a changé, comme vous l'avez constaté. En effet, ça a pris plusieurs semaines avant que je filme la deuxième partie. Pourquoi? Tout simplement parce que lorsque j'ai commencé à faire le montage de la première partie, en regardant des photos, je suis tombée sur d'autres informations que je n'avais pas notées pour la deuxième partie. Donc voilà pourquoi ça a pris plus de temps et voilà pourquoi ça fait longtemps que j'ai pas posté de vidéo non plus, parce que je voulais absolument poster cette vidéo-ci pour Noël. Donc dans la deuxième partie, on va vraiment s'attarder sur l'accusation, mais également sur toutes les preuves que celle-ci a démontrées durant le procès et ce qui a en fait mené Scott Peterson à la condamnation à mort qu'il a eue pour faire suite à la condamnation à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Ah donc, nous voici dans la deuxième partie. Donc, dans la série qu'on a vue, que j'ai parlé évidemment dans la première partie, donc la série de Network, The Murder of Laci Peterson, cette série-là nous rabâche sans cesse que Scott Peterson a vraiment été accusé sans aucune preuve. En effet, dans le documentaire, on voit pas beaucoup de preuves en fait contre lui, il n'y a pas d'ADN, il n'y a vraiment pas de preuves qui démontre à 100% que c'est vraiment Scott qui a assassiné sa femme. De plus, on ne retrouve pas les cadavres au complet ou en fait même l'autopsie, elle ne semble pas démontrer que oui, Scott aurait pu faire ça. Mais est-ce que vous savez que dans plusieurs affaires criminelles, les enquêtes, donc les enquêteurs ont souvent recours à ce qu'on appelle la preuve circonstancielle? En fait, la preuve circonstancielle se lit comme suit. La preuve circonstancielle repose sur des faits qui, pris dans leur ensemble, conduisent l'esprit logique à conclure que la seule conclusion logique à en tirer est la culpabilité de l'accusé. Donc, en effet, dans l'affaire de Scott Peterson, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris plusieurs circonstances aggravantes du meurtre de sa femme et de son fils à naître, puis on les a rassemblées pour que, en effet, le seul suspect potentiel et le seul accusé qui puisse y avoir, en effet, c'est le mari dans la cause, donc Scott Peterson. Donc, c'est vraiment à l'accusation d'avoir le grand fardeau d'établir que la culpabilité de l'accusé est la seule inférence logique qui puisse dérouler des faits prouvés. Si par contre d'autres inférences peuvent résulter de la preuve, l'accusé doit donc être acquitté. Même en matière de preuves circonstancielles, la couronne doit présenter une preuve hors de tout doute raisonnable sur l'ensemble de la preuve. Donc, en fait, lors d'une enquête, ce qu'on va essayer de faire, ça va plutôt être de trouver des preuves, donc sur une scène de crime. On va trouver un couteau, on va trouver de l'ADN, on va trouver des traces de sang, on peut retrouver également une entrée par effraction ou, encore des cheveux laissés par le meurtrier. Puis, on doit prendre toutes ces preuves-là et essayer de trouver un suspect grâce à ces preuves-là. Dans plusieurs cas de meurtre, comme celui de Scott Peterson, on n'avait pas vraiment de preuves directes qui le reliaient au meurtre. Donc, il y a beaucoup d'enquêtes qui vont se faire comme suit. Donc, on va avoir un suspect en tête. Ça peut être le mari, dans la plupart du temps, ça va être le mari lorsqu'on a une femme qui est portée disparue. Et avec le mari, on va plutôt essayer de le relier aux preuves circonstancielles ou encore aux preuves qu'on a. Donc, dans l'affaire de Scott Peterson, c'est exactement ce qu'on a fait. On avait un suspect en tête qui était bizarre, qui était étrange. Donc, la première chose, ça a été vraiment le comportement de Scott
Peterson qui a vraiment tilté dans la tête des enquêteurs. Et à partir de là, le suspect, oui, en effet, a pu être prononcé dans les bureaux là, du poste de police. C'est vrai que Scott Peterson est assez bizarre, il a un comportement étrange, on ne le voit pas à la télé, il participe pas réellement aux conférences. Donc, à partir de là, boum, on a le suspect qui est Scott Peterson. En fait, c'est le suspect idéal. C'est le mari de la portée disparue. Donc, on a pris Scott et on a vraiment essayé de le relier à tout ce qu'on a trouvé par la suite. Et on sait que également, dans l'affaire de Scott Peterson, la preuve circonstancielle a été appliquée lors du procès. Mais il faut savoir qu'également, Scott Peterson n'était pas le premier et seul suspect de l'enquête. On sait que les enquêteurs ont réellement interrogé toute la famille, que ce soit la famille de Laci Peterson, donc sa mère, son beau-père, son frère, sa demi-sœur, mais également les amis, les voisins et Scott Peterson et sa famille. Comme dans n'importe quel corps policier, les enquêteurs, lorsqu'ils sont formés, ils sont également formés à ne pas n'avoir qu'un seul suspect en tête, à garder plusieurs pistes qui peuvent les mener à une condamnation et une condamnation équitable. On va vraiment prendre en considération toutes les personnes qui font partie du cercle de la victime. Et c'est exactement ce qu'on a fait avec Laci. Lorsqu'on sait que ses deux parents ont été interrogés 2 fois au début de l'enquête. Ça n'a pas été mentionné dans les médias. Pourquoi? Tout simplement parce que ils ont été éliminés direct après leur deuxième interrogatoire. Donc, ils ont passé plusieurs heures en interrogatoire au poste de police de Modesto. Donc, ils ont passé en tout 3h30 à peu près. Et ils ont été éliminés. Ensuite, il y a eu évidemment le frère de Laci et sa demi-sœur. Eux, ils ont eu également un interrogatoire et ils ont été immédiatement enlevés là, de tout doute. Et c'est sûr que la série télé The Murder of Laci Peterson a réussi vraiment à nous faire croire que Scott Peterson a immédiatement été la victime, une des victimes de toute cette enquête-là, notamment à cause des médias, parce que, en effet, là, lorsqu'on voit à première vue comme ça, qu'on ne connaît pas l'affaire, on voit ça, on se dit, mon Dieu, pauvre Scott, il a dû vivre l'enfer. Les médias étaient toujours après lui, les médias ont fini par camper devant chez lui. Littéralement, il a dû déménager là, à San Diego chez sa famille. On sait également que comme n'importe qui, les médias et les policiers sont des êtres humains. Et souvent, comme on dit, la première impression reste. Lorsque les policiers sont entrés chez Scott et ont commencé à discuter avec lui, évidemment qu'ils vont le suspecter. Pourquoi? Parce que on sait que dans un très gros pourcentage de disparition de la femme, souvent, malheureusement, ça va être le mari qui va avoir commis le crime, qui va avoir commis le meurtre. On l'a vu dans plusieurs autres vidéos que j'ai fait, donc Chris Watts, ça a été exactement la même chose. Au début, il n'était pas nécessairement suspecté, mais c'était quand même louche. Il agissait de façon très louche. Et Scott aussi, les enquêteurs l'ont remarqué. Et notamment, à mon sens, moi je l'ai vu lors de sa première interrogatoire. Il est très nonchalant, il est évaché sur sa chaise. Il répond aux questions de l'enquêteur, pas du tout vaguement, là, il répond très clairement aux questions de l'enquêteur. Et en fait, c'est plutôt sa posture, c'est plutôt ce qu'il dégage. Il ne semble pas stressé, il ne semble pas alarmé que sa femme enceinte de 8 mois, soit portée disparue. Il n'est pas stressé. Et c'est vraiment cette première impression-là qui, malheureusement, pour certaines personnes, vont rester. Parce qu'on le sait, on ne sait jamais comment qu'on va réagir si un de nos proches disparaît. Il y a beaucoup de personnes qui vont dire, là, moi, c'est sûr que je vais paniquer, je vais être stressée, je ne serai pas capable de dormir. Il y en a d'autres que, non, ils seront pas, ça ne paraîtra pas, ils ne vont pas l'extérioriser. Et dans la série télé, ce qu'on ne rapporte pas, lorsqu'on va parler du cambriolage de la maison Medina, c'est que la série va nous faire croire en fait que le cambriolage s'est produit le 24. Alors que lorsqu'on regarde les faits, en fait, le cambriolage s'est produit le 26, bel et bien le 26 et non le 24.
Pourquoi? Parce que les Medina, le 24, étaient encore à la maison, donc qui est en fait face à la maison des Peterson. Donc, ils n'auraient pas pu se faire cambrioler sans s'en rendre compte. En fait, ils étaient là. Et ils sont revenus de leur voyage de Floride. Donc, les Medina étaient partis en Floride pendant 2 jours et ils sont revenus le 26. Donc, on sait que la série a vraiment très bien joué sur les dates. Et ben voilà, donc les deux cambrioleurs ont été questionnés et en effet, ben, ils ont fait ça le 26 et ensuite ils sont partis de Modesto. Une autre des choses qui a paru très très bizarre à l'enquêteur Al Brocchini, c'est que Scott, au début de l'enquête, va appeler Al et va lui demander si, lors de la perquisition à leur domicile, ils n'auraient pas utilisé des chiens dépisteurs de cadavres. Alors là, Al va trouver ça très étrange parce que lorsqu'on prend ces chiens-là, c'est qu'on recherche un cadavre. À ce moment-là de l'enquête, on ne recherchait pas un cadavre, mais plutôt une femme qui avait disparu. Donc ça a tilté justement dans la tête de l'enquêteur. Et c'est surtout en fait le fait que après, lorsque Al a essayé de contacter Scott, Scott n'a plus jamais répondu à Al. Il n'a plus jamais répondu non plus aux enquêteurs. Il avait été confronté là, pour un interrogatoire et il ne s'est pas présenté. Et en plus de ça, à un moment, Scott avait accepté de passer le détecteur de mensonges et finalement, ça ne s'est jamais fait. Donc ça a été encore une fois des preuves circonstancielles qui ne relient pas nécessairement Scott au meurtre de sa femme, mais qui, tous pris en compte, comme je l'ai dit au début de la deuxième partie, ben en effet, toutes ces mini-preuves-là font une seule et grande preuve qui démontre que Scott a vraiment quelque chose à cacher. Donc, la défense va rapporter qu'il y avait pas moins de 11 témoins qui avaient aperçu Laci Peterson en train de promener Mackenzie au matin du 24 décembre, un peu après 10 heures. Garagos a bel et bien mentionné que pendant le procès, il emmènerait les 11 témoins à la barre pour vraiment témoigner. En effet que Laci était encore en vie à ce moment-là, mais il n'en fit rien. En effet, durant la série The Murder of Laci Peterson, on voit quelques témoins qui vont apparaître à l'écran et qui vont bel et bien mentionner ayant vu Laci, ou plutôt une femme petite, grassouillette, donc qui a l'air enceinte, promener un chien. Il y a Viviane Mitchell qui va apparaître justement dans la série et qui va mentionner avoir vu Laci Peterson promener son chien le matin du 24 décembre. Puis elle dit s'en souvenir parce qu'il y avait eu un match de football à la télé et que pendant le match, elle était allée faire sa vaisselle et qu'elle avait regardé par sa fenêtre et qu'elle avait vu Laci promener Mackenzie. Or, lors de l'enquête, les enquêteurs se sont bien et bien rendus compte que le matin du 24 décembre, il n'y avait aucun match de football. Également, l'affiche de disparition de Laci Peterson qui a été vraiment mise sur tous les poteaux de toutes les rues de la ville. Et sur cette affiche-là, il y avait une photo de Laci Peterson qui était assise sur un sofa. Elle portait un haut rouge et il y a beaucoup de témoins qui, lorsque la conférence sur la disparition de Laci Peterson a été vue donc le 25 décembre, soit le lendemain. Il y a beaucoup de témoins qui vont appeler les enquêteurs ou qui vont encore se rendre au poste de police et qui vont mentionner, oui, en effet, ils l'ont bel et bien vu marcher le 24 décembre. Et là, les enquêteurs vont demander à ces témoins-là, et beaucoup de témoins en passant vont se manifester plusieurs jours après, voire plusieurs semaines aussi, parce que soudainement, ils s'en rappellent. Eh bien, lorsque les enquêteurs vont demander à ces témoins-là comment la femme était habillée, eh bien, les témoins vont mentionner que la femme portait un pantalon noir. Mais en fait, lorsque Laci a été découverte, eh bien, elle était attachée à un pantalon beige. C'est tout simplement parce que il y a un peu de psychologie, encore une fois, là-dedans. Lorsqu'on va voir une photo d'une personne qui est habillée d'une telle ou d'une telle manière, eh bien, on va garder en mémoire cet accoutrement-là, cet habit-là, et on peut la voir ou penser l'avoir vu et s'imaginer que c'est ça. Donc, c'est sûrement ce qui est arrivé, en fait, avec ces témoins-là, et c'est pour ça que on pense que Mark Garagos ne les a pas emmenés au procès. C'est tout simplement parce que leur témoignage n'était pas crédible, n'était pas véridique et on pense en fait qu'il s'en est bel et bien rendu compte. Et c'est pour ça que ces témoins-là ne sont pas venus
parler en faveur de Scott Peterson. Dans le montage de la première partie, lorsque j'ai voulu aller chercher des photos, j'ai trouvé davantage de preuves que j'ai justement insérées ici, ce qui m'a réellement permis de faire la chronologie de tout ce qui s'est passé en fait depuis octobre, donc soit de octobre 2002 jusqu'à la fin du procès. Donc, je vais vous la présenter. Grâce à un témoin qui va s'avérer très utile pendant le procès, ce témoin-là s'appelle Shawn Sibley. C'est une femme et elle dit que le 24 octobre 2002, Scott Peterson va se rendre à une conférence sur la lutte antiparasitaire agricole qui se déroule à l'hôtel Disneyland à Anaheim. Il va dormir là pendant quelques jours et pendant la conférence, Scott va faire la connaissance de quelques personnes en fait qui travaillent à la même entreprise mais dans des bureaux différents du sien. Donc il va faire la connaissance de Eric, de Dave et de Shawn Sibley. 4 individus vont donc fraterniser ensemble pendant la conférence et par la suite, ils vont décider de quitter l'hôtel pour se rendre au House of Blues, qui est un restaurant. Ce restaurant-là se situe non loin de l'hôtel. Et pendant la soirée, tout le monde va discuter, tout le monde va avoir du plaisir, ils vont boire quelques verres. Et pendant la soirée, il y a des conversations qui vont arriver évidemment sur le tapis, des conversations plutôt personnelles. Et pendant ces conversations-là personnelles, Shawn Sibley va avouer être fiancé à l'homme de sa vie, que tout va bien dans son couple. Et pendant la soirée, jamais Scott Peterson va faire allusion à son propre mariage. Donc toute la soirée, il va vraiment agir comme s'il était célibataire. Et il va faire une petite blague au passage qui va vraiment rester dans la mémoire de Shawn Sibley. Et Scott va dire, je pourrais peut-être me mettre un badge comme quoi que je suis célibataire. Parce qu'en effet, pendant la conférence, ils ont eu chacun un badge avec leur nom décrit dessus. Et Scott a fait une blague et a mentionné qu'on pourrait peut-être au lieu écrire célibataire. Et là, Shawn avait embarqué dans cette blague-là, ne sachant aucunement qu'il est marié. Et elle va prendre le badge de Scott, elle va donc prendre le papier qui est à l'intérieur, elle va le tourner et elle va marquer célibataire et elle va le remettre dans la pochette là, ici de Scott Peterson. Et là, pendant la soirée, on dirait que Scott essaie vraiment d'amadouer Shawn Sibley et il va lui mentionner à plusieurs reprises qu'il a de l'argent, qu'il possède 2 maisons et c'était pourquoi sur le papier, il avait écrit célibataire et riche. Il y a une autre chose aussi qui va vraiment troubler Shawn, un coup qu'elle sait que Laci Peterson est disparue et qu'elle a été retrouvée assassinée. En fait, pendant la soirée, Scott va commencer à parler de sexe. Et il va dire qu'à un moment, il croyait avoir trouvé son âme sœur, mais qu'il l'avait perdue. Mais à aucun moment, il va mentionner Laci. Évidemment, tout le monde le sait, il a vraiment bel et bien caché sa relation envers tout le monde, même envers ses collègues de travail. Durant la soirée, encore une fois, Scott va mentionner qu'il est vraiment tanné de rencontrer des bimbos sans cervelle, ce qui va vraiment faire allusion comme quoi que Scott rencontrait beaucoup de femmes, mais encore aujourd'hui, on ne sait pas le nombre d'infidélités qu'il a eu envers Laci. Peut-être qu'il y en a qui ne se sont pas prononcés. Et pendant la soirée, on sait que Eric et Dave vont finir par quitter le restaurant. Il va rester que Shawn et Scott Peterson. Et pendant la soirée, Shawn va demander à Scott s'il est prêt à rencontrer quelqu'un, mais que ce soit vraiment sérieux, qu'il soit sûr de vouloir rencontrer quelqu'un, parce qu'elle aurait peut-être une amie à lui proposer, une amie qui est mère monoparentale, qui est célibataire, qui a 27 ans, qui s'appelle Amber Free. Et là, Scott va lui répondre que oui, il est prêt à embarquer dans une relation sérieuse et il demande un peu à Shawn comment Amber est. Donc Shawn va lui répondre qu'elle est grande, qu'elle est mince, qu'elle est blonde, elle a une petite fille. Elle a vécu beaucoup de troubles, de traumatismes là, dans le passé avec son ex-conjoint. Donc, Shawn veut vraiment faire attention en fait à Amber Free, qui est sa meilleure amie. Et elle demande à plusieurs reprises à Scott s'il est vraiment sérieux, s'il veut vraiment s'embarquer dans quelque chose sur le long terme. Finalement, on sait que Scott et Amber vont se rencontrer. Il me semble, si je me rappelle bien, c'est le 8 novembre où Scott va même être invité à la fête de la fille de Amber Free. Donc, leur relation va super bien, tout va bien, jusqu'au 6 décembre 2002, où Shawn Sibley va discuter avec un de ses collègues qui s'appelle Michael Al-Masri.
et il va lui confirmer connaître Scott Peterson et que ce Scott Peterson-là habite bel et bien à Modesto et qu'il a une femme. Sean va être sous le choc parce que dans la compagnie, il n'y a pas deux Scott Peterson qui habitent à Modesto. En fait, il n'y a même pas deux Scott Peterson, il n'y en a qu'un seul. Et là, elle va immédiatement faire le lien. Elle va décider d'appeler Scott Peterson. Là, lorsque Scott va répondre au téléphone, elle va l'engueuler carrément. Elle va lui dire « Pourquoi tu m'as menti? » Elle est vraiment sous choc. Là. Elle n'arrive pas à croire que pendant tout ce temps-là, Scott était marié et qu'il a embarqué son amie Amber Free dans cette infidélité-là. Après l'avoir engueulée, ben, elle va lui raccrocher la ligne au nez. On sait qu'une heure plus tard, Scott va la rappeler en pleurant hystériquement et il va lui laisser un message sur sa boîte vocale puisqu'elle décide de ne pas lui répondre. Le message de Scott va comme suit. « Je suis désolée de t'avoir menti plus tôt. C'est vrai, j'ai été mariée, mais j'ai perdu ma femme et c'est tout simplement trop dur pour moi d'en parler. Rappelle-moi. » Donc ça, c'est pas mal le même message qu'il va dire un peu plus tard à Amber Free lorsqu'il va lui avouer. Finalement, Sean va rappeler Scott et elle va lui dire qu'elle lui donne 2 jours pour avouer à Amber Free qu'il a été marié. Parce que même si il ne l'est plus, c'est très important pour Amber Free de savoir qu'il a été marié. Donc dans le fond, elle va lui donner jusqu'au 9 décembre, soit le lundi suivant, pour dire à Amber qu'il est marié. On sait que samedi, le 7 décembre, Scott Peterson va faire des recherches sur son ordinateur pour connaître les courants d'eau de la baie de San Francisco. Dimanche, le 8 décembre 2002, Scott Peterson va faire d'autres recherches pour s'acheter un bateau sur l'Internet de son ordinateur. Lundi, le 9 décembre 2002, il va acheter un bateau qu'il va stocker à son entrepôt et il va se rendre dans le comté de Fresno pour pouvoir parler à Amber Free en personne. Et c'est là qu'il va lui avouer avoir déjà été marié, mais qu'il a perdu sa femme et que c'est trop dur pour lui d'en parler pour l'instant, mais qu'éventuellement, il va lui en parler. Il pleure, Amber Free dit qu'il pleure, il est hystérique, il veut pas parler de ça, il est vraiment gêné de lui avoir menti, mais c'est trop dur pour lui d'en parler. On va vraiment laisser sous-entendre à Amber Free que sa femme, elle est décédée. Donc, il a été marié, il a perdu sa femme. Quand on dit perdu, c'est souvent que la personne, elle est décédée. Donc, il va vraiment jouer sur les mots, il va être très vague. Mais pour Amber Free, à ce moment-là, elle va en venir qu'à une seule conclusion, c'est que sa femme est bel et bien morte. On sait que le 20 décembre 2002, Scott va acheter un permis de pêche qui est valide seulement le 23 et le 24 décembre. Si on récapitule jusqu'à maintenant, en fait, Scott, avant d'avouer à Amber Free qu'il a été marié, mais qu'il a perdu sa femme, il va regarder les courants de la baie de San Francisco et il va regarder pour s'acheter un bateau. Et ensuite, il va aller s'acheter un bateau et en dernier, il va aviser Amber Free qu'il a été marié. Donc, ça vient juste prouver à quel point il a décidé, il a manigancé tout ça à l'avance, ce qui est encore plus troublant, là. Donc, on est au matin du 24 décembre. Ce que les enquêteurs croient, c'est qu'en fait, Lacey Peterson serait décédée par étranglement de Scott Peterson, soit le soir du 23 décembre, juste après avoir parlé à sa mère au téléphone, ou encore au matin du 24. On sait que Eve Susan va voir Scott Peterson à 9h55 en train de charger quelque chose d'assez gros dans son camion, recouvert d'une bâche. On pense qu'avant de partir, Scott va mettre la laisse de Mackenzie dans son cou et va laisser Mackenzie lousse comme ça sur le terrain pour faire croire que Lacey s'apprêtait à aller prendre une marche et qu'il serait arrivé quelque chose. Scott va arriver à son entrepôt un peu autour de 10h30. Il va se connecter à son ordinateur pendant 26 minutes et par la suite, autour de 11h20, il va quitter son entrepôt en direction de la marina. Si on calcule la distance, le temps, c'est 90 minutes. Donc, il va arriver à la marina à 12h54. C'est là qu'il va prendre son ticket et il va le garder. Quand il est dans son entrepôt, Scott va transférer le corps de Lacey Peterson, donc de son camion à son bateau. Donc, il va mettre le corps dans le fond du bateau et il va recouvrir le bateau d'une bâche bleue, ce qui est en fait tout à fait normal, puisque souvent, ceux qui ont des bateaux vont recouvrir leur bateau d'une bâche pour éviter qu'il pleuve dedans. Il arrive donc à la marina à 12h54, il prend son ticket, il va donc amarrer son bateau, il va aller parquer son camion et il va partir dans le bateau en direction de l'eau, tout simplement.
On sait que plusieurs témoins avaient dit avoir vu Scott Peterson à la marina, mais ils ont remarqué rien de spécial dans son visage, dans son comportement. Tout était tout à fait normal. Et que, selon eux, un corps n'aurait pas pu être caché dans le petit bateau que Scott possédait. Or, les témoins sont Michael Vestra, David Johnson et Uri Feria. Aucun de ces 3 témoins n'a assisté au procès. Lacey était vraiment petite. On sait qu'elle mesurait 5 pieds, 5 pieds à peu près, 5 pieds 1, 5 pieds 2 peut-être, un peu plus petite que moi. Donc, on sait clairement qu'elle aurait pu entrer dans le bateau très facilement. Et pendant le procès, l'accusation a bel et bien démontré en photo, là, ils ont pris une femme à peu près de la corpulence de Lacey, de la même grandeur. Ils l'ont mis dans le fond du bateau et en effet, on ne voit pas grand-chose. Surtout si le bateau est recouvert d'une bâche. C'est vraiment à cette étape-ci que ça se corse un peu. Parce que lorsque Scott va arriver dans l'eau, il a prévu des dalles de béton qu'il a fabriquées lui-même. Et là, l'accusation va mentionner que Scott aurait attaché des dalles de béton au corps de sa femme, donc à ses jambes, à sa tête et à ses mains. Et là, la défense va nous montrer en vidéo que ça aurait pu être impossible parce que c'est beaucoup trop lourd. C'est à environ 200 livres de dalles de béton plus le corps de Lacey. Ça aurait fait chavirer le bateau. Mais lorsqu'on regarde bien la vidéo, on peut la regarder au ralenti si on veut, si on regarde bien la vidéo que la défense va démontrer, on voit vraiment là, que la personne qui est dedans fait exprès de faire chavirer un peu le bateau. 3. Release your weight. On sait que Scott va revenir à la marina à 14h. Il va donc reprendre son bateau avec son camion et il va se mettre en route. À 14h15, il va contacter sa femme sur son cellulaire. Elle ne répond pas, donc il va lui laisser un message. C'est à 16h47 que Scott va revenir à son domicile. Il va manger donc une part de pizza avec un verre de lait. Il va aller se laver. Il va lancer une machine à laver. Prendre ça relax tout simplement. Là. Et à 17h17, il va appeler Sharon pour lui demander si Lacey est arrivée. Donc essayer de faire semblant là, que bon, elle n'est pas à la maison, qu'est-ce qui se passe. Et il va tout de suite dire Lacey a disparu. Donc déjà là, je pense que les soupçons commencent. Parce que lorsque Sharon va en parler dans son interrogatoire, les enquêteurs vont tilter, ils vont réagir à ce que Scott a dit. Pourquoi Scott dit que Lacey a disparu? C'est à 17h47 que ça va être Ron, le beau-père de Lacey, qui va contacter la police et non Scott. Ça, c'est encore plus bizarre parce que si ta femme disparaît, ton mari disparaît, normalement, tu es le premier à appeler. À 18h, la police va arriver, il va fouiller le parc et la maison de Lacey. Ils vont trouver une chaudière encore mouillée qui sent l'eau de Javel à l'extérieur de la maison. Comme je disais tantôt, Scott Peterson, à son premier interrogatoire, il a les mains dans les poches, il est assis nonchalamment sur sa chaise. Là, on va se concentrer sur l'enquête. Pendant l'enquête, Ron Grinsky, Sharon, Brent Rocha, Dennis Rocha, Amy Rocha vont être les premiers suspects de la disparition de Lacey Peterson. Pourquoi? Parce que lorsque Scott va donner le ticket, comme quoi qu'il était à la marina, ça prouvait juste qu'il n'était pas là. Et là, si on calcule le temps, la distance entre sa maison et la marina, c'est 90 minutes, c'est 1h30, 2h. Donc, comment il aurait pu faire tout ça? On ne sait pas. Et en plus de ça, il va mentionner qu'il a regardé une émission, l'émission préférée de sa femme, sur les meringues, et il va mentionner les meringues. Donc, ça vient vraiment mettre encore plus un alibi. Donc, c'était pas réellement le premier suspect, là. Et on sait que la famille Rocha n'a pas été suspect longtemps parce que, ils ont
Ils vont vraiment coopérer aux informations et à l'enquête. Et 2, ben, il n'y avait aucun comportement étrange ou suspect. Et là, en effet, Scott a un comportement très bizarre. Les enquêteurs vont donc décider de commencer à enquêter sur Scott et sur son alibi. Ils vont donc contacter la marina, donc la baie de San Francisco, et vont demander cette journée-là, comment était le temps, quel poisson qu'on pouvait pêcher. Et on sait que lors de son interrogatoire, Scott Peterson a mentionné être parti à la pêche à l'esturgeon. Or, pendant ce temps-ci de l'année, l'esturgeon était interdite. Donc, la pêche à l'esturgeon était interdite. Et cette journée-là, il faisait très beau, contrairement à ce que Scott a dit. Il faisait pas froid, il n'y avait pas plu. C'était une très belle journée. Donc ça, c'est très bizarre. Et pêcher l'esturgeon, quand on n'a pas le droit, tu peux pogner un méchant ticket. Or, en plus de ça, lorsque les enquêteurs ont fouillé le bateau de Scott Peterson, ils ont trouvé en effet des sacs de leurre pour l'esturgeon. Or, ces sacs-là étaient encore scellés, donc il n'y en avait aucun qui avait été utilisé. Et deuxièmement, on ne part pas à la pêche seulement 1 heure. Scott a pêché seulement 1 heure, ce qui est vraiment bizarre en fait. Le 29 décembre, Amber Free va appeler Al Brookini et ils vont réaliser qu'il parle du même Scott Peterson. On se rend compte que Scott a une infidélité, ce qui est encore plus bizarre. Et qu'en plus de ça, Amber Free va avouer qu'elle et Scott parlaient déjà de se marier, de déménager ensemble et d'élever Lyanna, donc la fille d'Amber Free, ensemble. Pendant l'enquête, les enquêteurs vont découvrir que Scott Peterson avait 2 cartes débit, donc une qui se servait avec Lacey Peterson et une qui ne servait qu'à donner des cadeaux à Amber Free. Quelques semaines seulement après la disparition de Lacey Peterson, Scott Peterson va se prendre une chaîne de porn à la télé, sur son forfait télé. Il va également vendre la camionnette de Lacey qui plus tard va être remis à Sharon, donc sa mère. Et il va également mettre sa maison en vente 100% meublée, ce qui est vraiment bizarre. Si tu t'attends à ce que ta femme revienne un jour, normalement tu mets pas sa camionnette en vente, tu la vends pas et tu mets pas non plus ta maison en vente. Ça, c'est très très étrange pour les enquêteurs. Il y a du sang également, il y a un petit peu de sang qui va être retrouvé sur les draps du couple. On se rend compte avec les tests et les analyses que c'est le sang de Scott Peterson. C'est un splash, c'est comme si quelque chose l'avait blessé, mais lui, il va mentionner qu'il se blessait souvent, donc on n'a pas vraiment d'idée là, de comment, mais les enquêteurs pensent que Scott se serait blessé là, pendant l'altercation entre lui et Lacey lorsqu'il a assassiné sa femme. Et là, on va parler de la pince de pêche, la pêche de poisson qui a été retrouvée dans le bateau de Scott. En fait, mon conjoint aussi a une pince, ce qui est tout à fait normal parce que lorsqu'on veut déhameçonner le poisson et que l'hameçon est vraiment pris dans le fond, ben on va prendre une pince qui est assez longue, donc une pince qui a été retrouvée. Et la série de Network vont dire qu'il y a un cheveu de Lacey qui a été retrouvé sur la pince. Or, pendant l'enquête, le cheveu a été retrouvé dans la pince, donc dans les mailles de la pince, ce qui est assez bizarre parce que lorsque quelque chose va tomber sur cette pince-là, ça va tomber dessus, pas dedans. Donc, si le cheveu a été retrouvé dedans, c'est que Scott s'en est servi pour faire quelque chose à Lacey. Quoi, on ne sait pas. Mais si le cheveu est dedans la pince, c'est que la pince, elle a été ouverte pendant que Lacey était là. Le 13 avril 2003, le corps d'un bébé a été retrouvé dans une zone marécageuse de la baie. Le lendemain, soit le 14 avril, un torse humain va être retrouvé à moins d'1 kilomètre du bébé. C'est là qu'on va se rendre compte que le torse et le bébé sont reliés à cause du placenta, qui est encore intact. Le 18 avril, l'autopsie et les tests d'ADN vont confirmer qu'il s'agissait bel et bien de Lacey Peterson et de Connor Peterson. Donc, c'est à ce moment-là que Scott va être arrêté. L'autopsie de Lacey Peterson et de Connor Peterson va être réalisée par le docteur Bryan et le docteur Galloway. L'autopsie de Lacey va révéler qu'elle avait 2 côtes fracturées un peu avant sa mort, soit peut-être en essayant de se défendre. Lacey n'avait plus aucun organe, mis à part son utérus qui était intact. Elle n'avait plus de tête et la moitié des jambes étaient manquantes. Ça, en fait, durant l'autopsie, ça a été révélé que c'est pas les poissons qui auraient mangé le corps de Lacey,
c'est en fait la décomposition. Avec les vagues et le béton qui retient les muscles en extension, il y a les vagues de l'eau, il y a aussi la saleté de l'eau qui va accélérer d'une façon ou d'une autre la décomposition et ça l'a comme coupé la moitié des jambes de Lacey et également ses bras. L'autopsie de Connor va être réalisée par le docteur Brian. Il va trouver du méconium dans l'intestin de Connor. Le méconium, c'est les premières selles à être évacuées lorsque le bébé est né. Or, si ils ont retrouvé du méconium dans l'intestin de Connor, ça veut dire que Connor n'est pas né. Donc, il n'est jamais né, il n'a jamais respiré non plus. Parce que c'est lors de la première respiration que le bébé va évacuer ces premières selles-là qui sont très noires et très collantes. Là, ce qui est bizarre, c'est qu'un ruban adhésif en nylon va être retrouvé attaché au cou du fœtus. Une coupure avait été faite sur le côté droit du corps du bébé et le fœtus était très très mou et se détachait très facilement. Ça, je n'ai pas vraiment trouvé d'explication pour ce ruban adhésif en nylon-là. Je ne sais pas comment ça a pu se retrouver autour du cou, comme si quelqu'un avait essayé de pratiquer un nœud coulant là, autour du cou du bébé, ce qui était très bizarre. Si j'ai des photos, je vais vous les montrer. Si vous connaissez la cause, n'hésitez surtout pas à commenter. J'ai aucune idée comment ça a pu se retrouver là. Peut-être avec les vagues, mais d'où ça vient ce ruban adhésif-là, aucune idée. Et qui a fait les coupures? Comme si c'était une coupure de couteau sur le côté du bébé. Donc c'est comme si quelqu'un avait joué avec le corps. Peut-être lorsqu'il s'est échoué là, sur les berges marécageuses, peut-être qu'il y a quelqu'un qui avait trouvé le corps avant qu'il soit découvert, qui s'était amusé avec, qui avait mis un adhésif en nylon et qui avait fait une coupure. Je sais pas. Et là, l'arrestation de Scott, il y a énormément de choses qui auraient été trouvées dans sa camionnette. Acte non daté de la voiture qu'il conduisait, encore enregistré au nom de Michael Griffin. En fait, il avait acheté une voiture de Michael Griffin et il avait même pas changé encore l'acte de vente. 4 cartes de crédit, dont une au nom de sa sœur Anne. 12 comprimés de Viagra, 24 pilules de somnifères, des posters de disparition de Lacey. Son GPS avait été seté pour aller au travail d'Amber Free. On a retrouvé également un poignard, une veste anti-intempérie, une pelle, un purificateur d'eau, un couteau à filet, du ruban adhésif, une grille de cuisson, un couteau pliant, une scie pliante, 2 paquets de lames de rasoir, une hache, un hamac, des jumelles, un masque et un tuba à plonger, des vêtements chauds. Scott avait également 15 000 $ en argent comptant, dont 10 000 qui plus tard a été révélé que c'était sa mère qui lui avait donné parce que sans faire exprès, elle avait retiré 10 000 $ du mauvais compte et finalement elle lui aurait redonné. Il y avait également des puzzles qui ont été retrouvés, donc c'est pour ça que les enquêteurs pensaient que Scott voulait fuir au Mexique. Il y a également 4 téléphones portables qui ont été retrouvés dans la voiture, des cartes d'identité de son frère également. Et Scott Peterson avait teint ses cheveux en blond. Donc, le procès de Scott Peterson a duré 6 mois et c'est le 12 novembre 2004 qu'il a été reconnu coupable de meurtre de Lacey et de Connor et condamné à la peine de mort. Après le procès, il y a Anne Bird, donc sa sœur, qui a écrit un livre qui s'intitule « 33 raisons pour lesquelles mon frère Scott Peterson est coupable ». Et j'ai lu quelques parcelles de ce livre-là, qui est quand même intéressant. Elle raconte que le 25 décembre, soit le lendemain de la disparition de Lacey, Scott était allé chez elle, donc chez Anne, sa sœur, et sa sœur avait une gardienne qui gardait ses enfants, une gardienne mineure d'ailleurs, et Scott commençait à la draguer. Il lui a même fait des consommations d'alcool, des verres. Et on sait que la mère, donc Jackie, a appelé la gardienne mineure, hein, toujours, pour lui dire qu'elle était parfaite pour Scott, qu'elle était très gentille et que c'était peut-être la personne qui lui conviendrait. On sait que quelques jours plus tard, grâce à Anne Bird, Jackie a rappelé la gardienne pour mentionner de ne jamais raconter ça à personne, ce qui était arrivé, parce que ça pourrait vraiment mettre Scott Peterson dans le trouble. Et que même s'il le fallait, qu'elle devait mentir. Grâce à Anne Bird, on sait également que Scott Peterson n'avait jamais enregistré son bateau pour ne pas que ce bateau-là soit retrouvé dans les bases de données de la police. Et Anne Bird va dire également que Jackie et Scott avaient menti à la police en prétendant penser que c'était au vendeur
au vendeur d'enregistrer le bateau au nom de l'acheteur et non à l'acheteur à l'enregistrer à son propre nom. Alors que finalement, ça ne tient pas la route puisque Scott est un pêcheur, il a toujours aimé les bateaux, il a toujours vendu ou acheté des voitures, des véhicules. Donc que ce soit un véhicule ou un bateau, les règlements restent les mêmes. Finalement, quoi dire pour conclure cette longue vidéo? Je pense qu'elle dure 1h30, peut-être un petit peu plus. C'est fou de voir à quel point l'humain va souvent se fier qu'à une seule côté de la médaille, ne fera pas nécessairement les pour et les contre, que ce soit dans la vraie vie ou encore dans les affaires criminelles. Souvent, on ne cherche pas plus loin. On entend un documentaire, on ne se renseigne pas et on se fait une première idée. On voit quelque chose à la télé ou on entend quelque chose à la radio et on va absolument croire ce qu'on vient d'entendre ou ce qu'on vient de voir sans même voir l'envers du décor. Dans une affaire criminelle, c'est important de regarder les preuves et les contre-preuves et que ce soit dans la vie de tous les jours, c'est toujours important de faire les pour et les contre. Mais souvent, nous, l'humain, on ne fait pas ça. On va se fier à notre instinct, à notre première vision d'une affaire ou encore d'une personne. C'est souvent quelque chose qu'on oublie de parler des victimes, de parler de ce qu'elles ont laissé, c'est qu'on en connaît tellement peu. Puis c'est pas quelque chose nécessairement qu'on va s'attarder. On aime bien les affaires criminelles, on aime bien les procès, on aime bien comment ça finit, on aime la psychologie du criminel, du tueur, du kidnappeur, mais on en oublie l'envers du décor, encore une fois, la famille de la victime. On parle peu ou pas de la douleur de la famille de la victime, de ses parents, de ses frères et sœurs, ça peut être des enfants, ça peut être des tantes, des oncles, des meilleurs amis. Encore une fois, on a oublié à quel point il n'y a pas que le criminel et la victime dans une affaire, il y a également la famille du criminel et il y a la famille de la victime. Pauvre Sharon qui a perdu sa fille qui était enceinte, mais également pauvres parents Peterson qui ont vu leur fils se rendre coupable d'un meurtre. Remarquez une chose, c'est que quand on est parent, on va souvent élever nos enfants du fait de ne pas être victime, de ne pas se laisser harceler ou de ne pas se laisser manipuler ou, tu sais, si t'arrive quelque chose à l'école, si quelqu'un te fait du mal, viens me le dire. Mais on oublie souvent l'envers, encore une fois, du décor. On oublie d'éduquer nos enfants à ne pas être les criminels, à ne pas être les harceleurs. C'est ce que j'ai remarqué en faisant mes recherches sur cette vidéo-là et ça m'a vraiment fait prendre conscience de tout l'envers, de tous les décors qu'on oublie souvent de mentionner, de voir, mais également de penser. Donc, dites-moi ce que vous pensez de cette affaire, dites-moi ce que vous pensez de cette vidéo et de ce qu'une affaire criminelle, lorsqu'on s'y plonge, peut nous amener à réfléchir parce que je crois que des affaires comme ça va bien au-delà d'un meurtre, ça va bien au-delà d'un crime. C'est sociétaire, c'est un problème de société. C'est quelque chose qu'on peut amener d'une autre façon que de seulement en parler, enfin selon moi. Donc sur ce, c'était cette longue vidéo. Elle est maintenant terminée. J'espère que vous allez passer un joyeux Noël, malgré tout, malgré les affaires qui se passent dans le monde en ce moment. Si jamais vous avez des idées de vidéos, de sujets, n'hésitez surtout pas à me les faire parvenir en commentaire. Ça va me faire plaisir de vous lire. Et sur ce, je vous souhaite une bonne soirée, un bon week-end et on se retrouve pour une prochaine affaire criminelle. Mais d'ici là, prenez grand soin de vous et de tous ceux qui vous entourent. Ciao, ciao!